et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Après le décès il y a une semaine à Kidal du chef traditionnel des Touaregs maliens, c'est son fils Mohamed Ag Intala qui lui succède. Député du parti au pouvoir, c'est peut-être un atout pour faire avancer le processus de paix. En Libye, la bataille pour les terminaux pétroliers menace la production à l'heure où le coût du baril s'effondre. 3 réservoirs de pétrole étaient en feu vendredi au sud-ouest du pays. Les incendies menacent de s'étendre à d'autres réservoirs. Voilà donc pour le sommaire. C'était la dernière volonté du défunt et elle est respectée après le décès il y a une semaine du chef traditionnel des Touaregs malien Intala Ag Atayer. C'est son fils Mohamed Ag Intala Ag Atayer qui lui succède, homme politique, député à l'Assemblée nationale malienne sous l'étiquette du Rassemblement pour le Républicain, le RPM, parti au pouvoir. C'est probablement, estiment certains analystes, un atout pour faire avancer le processus de paix. À peine nommé et déjà contesté dans son propre camp, Mohamed Ag Intala, que l'on voit ici entouré de soldats maliens, devient le nouveau chef traditionnel de l'Adrar des Iforas. Il succède ainsi à son père, Intala Ag Atayer, l'aménocal, décédé à 87 ans jeudi dernier. Celui qu'on surnommait le patriarche de Kidal, qui avait su défendre la cause touareg sans couper le lien avec les autorités de Bamako. Si le fils, donc Mohamed Ag Intala, à la soixantaine passée, a participé à de nombreuses réunions pour la paix dans la région, notamment au Niger, il n'a jamais eu la confiance totale des proches du mouvement national de libération de l'Azawad. Il reproche à Mohamed Ag Intala notamment d'être député sous l'étiquette du parti du président Ibeka, en gros d'avoir trahi la cause touareg, ou le fameux projet d'une plus grande autonomie de la région de Kidal, défendu actuellement entre autres par le MNLA aux négociations d'Alger. Mohamed, il était député de l'Assemblée de Mali, donc actuellement on ne sait pas leur vision dans ça jusqu'à présent. Donc on va réunir toute la famille. On va discuter avec lui s'il a accepté par exemple les chemins de l'Azawad. On peut les prendre, mais s'il reste à côté du Mali, on ne peut pas les prendre. Pourtant, c'est bien le vieux patriarche respecté de tous, autant du côté des indépendantistes que des défenseurs de l'unité malienne, qui a voulu que ce soit ce fils-là, Mohamed Ag Intala, qui lui succède. Le choix du sage de Kidal, comme on le surnommait, s'est donc porté sur le plus conciliant des siens avec l'entourage du président Ibeka. Une figure touareg neutre, en rupture avec les islamistes dans Sardine, comme avec les indépendantistes du MNLA, un vœu pieux à l'heure de trouver une paix définitive dans la région du Nord Mali. L'actualité en bref, en Somalie, la reddition d'un dirigeant Shebab. Il s'agit du chef de renseignement des islamistes somaliens, Zakaria Ismail Ahmed. Il s'est rendu au gouvernement somalien et à la force militaire de l'Union africaine. Sa tête avait été mise à prix 3 millions de dollars par Washington. Toujours en bref et en images, peine de prison allégée en Égypte, mais pas d'acquittement pour les 8 jeunes hommes condamnés en première instance à 3 ans de prison et désormais à 1 an d'emprisonnement. Ils étaient accusés d'être apparus dans la vidéo d'un mariage homosexuel. Direction à présent la Libye, où l'un des plus importants terminaux pétroliers du pays a été la cible des roquettes tirées par des miliciens islamistes opposés aux forces gouvernementales. Il faut noter que la production pétrolière s'est littéralement effondrée et le pays s'enfonce de plus en plus dans le chaos. Cette colonne de fumée provient d'un réservoir pétrolier dans le terminal à Cédra. Les miliciens islamistes de la coalition Fajr Libya ont mené une offensive musclée pour tenter de prendre le contrôle du croissant pétrolier qui comprend aussi les terminaux de Ras Lanouf et de Berga, les plus importants du pays. La zone est le théâtre depuis plusieurs jours d'affrontements entre les forces gouvernementales et les phalanges extrémistes.
Au moins 22 soldats ont été tués dans ces attaques. Parallèlement, les miliciens ont lancé une offensive dans la région de Sirte, faisant 18 morts parmi les militaires. Les forces du général à la retraite Khalifa Haftar, qui tentent aux côtés des forces du Premier ministre reconnu par la communauté internationale Abdallah Al-Thani de reconquérir les villes libyennes échappant au contrôle de l'État, ont perdu plusieurs positions ces dernières 24 heures à Benghazi. Par ailleurs, au moins 4 membres de Fajr Libya sont morts à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Tripoli dans un raid de l'armée. Et c'est dans ce contexte que depuis quelques semaines, le cours du baril s'est stabilisé autour de 60-62 $ et il n'est pas exclu qu'il continue à baisser puisque les États membres de l'OPEP, à commencer par l'Arabie Saoudite, refusent de réduire sa production. Le rouble a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Un effondrement économique engendré en partie par la baisse des cours du pétrole, la Russie étant un grand exportateur. Les ménages sont touchés de plein fouet par cette crise inattendue. Idem pour l'économie iranienne, les exportations de pétrole étant la première source de revenus du pays. La République islamique dénonce une conspiration visant à la déstabiliser via la réduction des prix de l'or noir. Il n'y a pas de doute qu'il s'agit d'un complot, mais nous continuerons à chercher des revenus autres que ceux des exportations de pétrole. L'Algérie n'est pas mieux lotie. La fiscalité pétrolière contribue pour 60% au budget de l'État. Le pays, qui tire plus de 95% de ses recettes externes de la vente d'hydrocarbures, a décidé de geler les recrutements dans la fonction publique pour faire face à la baisse des prix de l'or noir. Du côté des pays du Golfe, par contre, pas question de réduire la production pour enrayer la chute des cours qu'ils imputent à l'absence de coopération des pays extérieurs à l'OPEP. Nous ne savons pas ce qui va se passer à l'avenir, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que ceux qui ont les plus grandes capacités de production contrôleront le marché. Si les prix du pétrole restent à leur niveau actuel, autour de 60 $ le baril, l'Arabie Saoudite perdrait alors la moitié de ses revenus en 2015 et prévoit d'ailleurs un gros déficit pour l'année prochaine. À l'international, des milliers de policiers aux obsèques d'un de leurs New York a enterré ce samedi Rafael Ramos, un des 2 officiers tués dans leur voiture de patrouille il y a juste une semaine. La cérémonie a eu lieu en présence du vice-président américain Joe Biden et du maire de New York Bill de Blasio, dont la présence a un tout petit peu gêné les hommes en uniforme. Des milliers de policiers ont fait le déplacement jusqu'à New York pour rendre un dernier hommage à leur collègue Rafael Ramos. Une veillée sous haute surveillance, la file immense s'allongeait sur plusieurs pâtés de maison. Marié et père de 2 fils, Rafael Ramos était entré dans la police en 2012 et s'apprêtait à devenir aumônier. Mon père était un homme de caractère qui s'était fait seul. Je suis reconnaissant pour les sacrifices qu'il a fait pour nous. Ces obsèques vont avoir lieu ce samedi dans l'église protestante du Christ Tabernacle dans le Queens. L'homme était profondément croyant. Nous aimons Rafael Ramos. Il était un cadeau pour notre Église. Nous aimions sa loyauté et la façon dont il servait son peuple. Et il va terriblement nous manquer. Rafael Ramos, 40 ans, a été tué par balle le 20 décembre avec son collègue Vejan Liu. Leur voiture était garée devant une cité de Brooklyn. Ils n'ont pas eu le temps de voir leur agresseur, un jeune noir qui s'est ensuite suicidé sur un quai de métro. L'homme a dit vouloir venger la mort de 2 noirs tués cet été par des policiers qui ont échappé à toute poursuite. C'est une situation personnelle vraiment difficile. Je suis gouverneur de New York, mais je suis avant tout père de famille. J'ai des enfants. Et voir une famille traverser cette épreuve est vraiment dur. Le maire de New York, Bill de Blasio, était lui aussi présent pour rendre un dernier hommage aux policiers. Un maire touché de plein fouet par cette affaire. Certains policiers l'accusent d'avoir du sang sur les mains, de n'avoir pas réprimé assez sévèrement les manifestations qui ont suivi la mort des 2 jeunes noirs cet été. Juste à côté, au Mexique, dans la ville de Mexico, la capitale, plusieurs milliers de manifestants ont marché sur Reforma, la principale avenue de la capitale mexicaine, 3 mois exactement après la disparition et le possible massacre de 43 étudiants. À la tête de la marche, les parents des victimes qui portaient d'immenses portraits de leurs enfants. Assassin, le message adressé aux autorités est clair. Après une marche dans les rues d'Iguala, c'est devant une caserne de l'armée que les manifestants sont venus protester. Ils exigent la vérité sur le sort des 43 étudiants disparus, entre exaspération et colère.
Cela fait 3 mois que je ne dors plus, que je ne mange plus, je ne me repose plus. Ma mère est épuisée. Le gouvernement devra avoir honte. Nous voulons qu'il nous rende nos proches. Dans la nuit du 26 septembre, des élèves de l'école normale d'Ayotzinapa ont été attaqués par des policiers corrompus alors qu'ils étaient venus manifester à Iguala. Ils auraient été livrés à des narcotrafiquants sur ordre du maire de la ville, qui est aujourd'hui sous les verrous. Selon des aveux de certains membres du cartel, ils auraient ensuite été tués et brûlés. Un scénario difficile à croire pour les proches, qui ont encore espoir de les retrouver vivants. Jusqu'ici, un seul corps a pu être identifié, retrouvé dans une fosse commune non loin de la ville. Le mouvement ne prend définitivement pas de vacances, il continue même de grandir. Et nous allons continuer à protester pour que la lumière soit faite. Critiqué pour son incapacité à retrouver les disparus, le président Peña a promis aux familles que justice soit rendue. Mais pour les Mexicains, ce massacre est l'affaire de trop dans un pays gangréné par les violences et la corruption. En Ukraine, premier échange des prisonniers aux abords de Donetsk. Le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes ont procédé aux échanges des prisonniers. La procédure s'est déroulée à 45 km de la ville. Les rebelles doivent libérer 150 soldats ukrainiens contre 222 de leurs combattants. Le développement ultra rapide du réseau ferroviaire à grande vitesse en Chine, 3 nouvelles lignes viennent d'être inaugurées. En seulement 6 ans, c'est devenu le réseau à grande vitesse le plus important au monde, mais il y a des polémiques. Peu importe le jour, peu importe la destination, la cohue est toujours la même. Le TGV est devenu le moyen de transport pour se déplacer en Chine. Presque aussi rapide que l'avion, à un prix 2 fois moindre. L'engouement est tellement grand pour le train que les voyageurs comme Zhao Qiaoqiao, une graphiste, boutent maintenant les aéroports. J'utilisais autrefois l'avion, mais l'attente et le temps pour me rendre à l'aéroport étaient insupportables. En TGV, je suis plus confortable et contrairement à l'avion en Chine, le train est presque toujours ponctuel. Avec une vitesse atteignant les 300 km à l'heure, la balle, comme on l'appelle dans le pays, relie Pékin et Shanghai, l'équivalent de Montréal à Halifax, en un peu plus de 5 heures. La Banque mondiale ne manque pas de superlatifs pour décrire le réseau. Remarquable, de classe mondiale, d'une efficacité redoutable. Le TGV serait même en train de transformer le pays, pensent les experts. En plus des touristes, les hommes d'affaires profitent dorénavant des 10 000 km de voies ferrées qui desservent 100 villes sur le réseau pour rencontrer plus régulièrement leurs clients. Ces millions de déplacements expliqueraient d'ailleurs en partie la croissance économique soutenue de la Chine, alors que d'autres pays émergents tournent au ralenti. Je sais que le réseau doit s'agrandir et c'est une bonne chose, assure Zhao. Je pourrais brasser des affaires dans encore plus de régions. Un développement extrêmement rapide qui s'est cependant réalisé à fort coût. Des millions de personnes ont été expropriées de force pour faire place aux voies ferrées. Un accident a fait 40 morts parce que l'on n'avait pas suffisamment testé les trains. Et il y a les histoires de corruption. L'ancien ministre des Voies ferroviaires, l'architecte de ce gigantesque projet, a empoché une dizaine de millions de dollars en pots de vin. Une affaire qui est venue ternir l'image du TGV qui traîne une dette de 500 milliards de dollars. Mais malgré les coûts, malgré les scandales, le réseau est loin d'être en péril. Les autorités veulent doubler le nombre de kilomètres de rails d'ici peu, en plus d'ajouter des destinations internationales comme la Thaïlande. Voilà donc qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes tout à l'heure, votre bulletin en anglais, News of the Week, et à 20h30, un téléfilm Mission Impossible, saison 3, et à 21h30, Afrique Info, première partie. Passez d'excellents moments à notre compagnie, mais n'oubliez pas, demain, 19h, le débat du dimanche, Sékou Tangara et ses invités. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.